Bonjour Monsieur Jésus et merci d'être avec nous au congrès aujourd'hui. J'ai donc trois questions à vous poser dès maintenant. La première étant, comment est-ce que vous définiriez la condition parentale ? Bonjour, merci de votre invitation. Oui, nous sommes quelques-uns acteurs et observateurs des politiques familiales à avoir choisi depuis quelques années de recourir à cette expression, ce concept de condition parentale. Pourquoi ? Plus généralement et plus habituellement, depuis une vingtaine d'années, on parle de parentalité, on parle de soutien à la parentalité. Au début, nous avons pu être assez intéressés, voire enthousiastes, à l'idée que les parents faisaient l'objet d'une attention spécifique dans le champ des politiques familiales. Et puis, à la pratique, il s'est avéré que parfois, ce concept de parentalité ou de soutien à la parentalité pouvait, dans certaines circonstances, se retourner contre les parents eux-mêmes. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que depuis 20-25 ans, on observe une tendance à la parentalisation, si l'on peut employer ce mot, des politiques familiales. Les liens familiaux, les liens d'alliance, de conjugalité, se sont trouvés un peu affaiblis, fragilisés. Les couples se séparent, les couples se recomposent, se décomposent, des couples homoparentaux se constituent. Bref, on a du mal à y voir clair et on a du mal à fonder des politiques publiques sur le lien conjugal parce qu'il apparaît fragile. Le législateur s'est dit alors on va investir sur le lien parental. Là, parents-enfants, ça a l'air d'être solide, mais même quand les couples se séparent, on garde le cap des relations parents-enfants. Oui, mais à trop parler de parentalité ou de politique centrée sur le lien parental, paradoxalement, on en vient à oublier les enfants eux-mêmes. On en vient aussi à négliger ou à contourner l'inscription des familles dans la durée et notamment le rôle bien réel, surtout aujourd'hui dans la vie familiale, des grands-parents, des oncles, des tantes, de la famille élargie, voire même du voisinage. Tous ces réseaux sociaux de proximité qui comptent beaucoup pour les familles et dont on sait dans les centres sociaux et culturels à quel point il est important de pouvoir garder le contact avec eux. Il y a un risque pour nous, acteurs des centres sociaux et culturels, à se laisser piéger dans une logique dite de soutien à la parentalité, au seul motif que c'est aussi le nom d'une ligne budgétaire de la caisse d'allocation familiale et parfois du département, parce que l'État, de fait, s'est retiré financièrement, sinon institutionnellement, de ces politiques dites de soutien à la parentalité. Il y a un risque qui consiste à psychologiser à l'extrême la réalité parentale, voire même à en faire une approche trop intimiste, trop individualisante, qui reste légitime. Moi, d'origine, professionnellement, je suis pédopsychiatre de service public. Je ne vais pas dire que les parents n'ont rien à dire d'important concernant leur réalité dans un espace intime d'échange. Mais je ne pense pas que ce soit le rôle ni le métier des professionnels et encore moins des bénévoles des centres sociaux que de rentrer dans cette logique. Alors pourquoi on a parlé de conditions parentales dans un premier temps ? C'est pour dire que certes, la parentalité est un des aspects de l'expérience, de l'exercice et de la pratique d'être parent, déjà de le devenir, de l'être et de le rester, mais qu'elle ne peut pas se concevoir de façon réaliste, opérationnelle, je dirais, du point de vue d'une action collective efficace, si l'on ne s'intéresse pas simultanément, au-delà de la seule parentalité individuelle, à l'ensemble des conditions de vie et du cadre de vie des familles. Le logement, l'habitat, les horaires de travail,
les transports en commun, les revenus, bien entendu, les équipements mis à proximité, à la disponibilité des familles, des enfants, des jeunes pendant leur temps libre, les relations avec l'école, l'information sur les ressources existantes. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la condition parentale, c'est-à-dire un ensemble de circonstances sur lesquelles une mobilisation collective, appuyée, accueillie, soutenue par les centres sociaux et culturels et bien d'autres acteurs, peut s'avérer utile et effective pour que les parents soient confortés dans leur capacité à être parents. Si maintenant il se trouve qu'ils ont des préoccupations plus personnelles à aborder, ils peuvent certes le faire dans le cadre de l'accueil inconditionnel que leur proposent les acteurs des centres sociaux et culturels, mais il n'est pas certain que ce soit là la fonction première de ces structures de quartier. D'où le recours à ce concept plus large, peut-être plus difficile à comprendre, de conditions parentales, mais si on le réfère à conditions féminines, conditions ouvrières, conditions de l'enfant, on voit bien que ce sont là des concepts qui ont été porteurs et moteurs de transformation sociale réelle et profonde. Et puis le dernier mot, c'est qu'on a bien vu pendant certaines périodes particulièrement préoccupantes sur le plan politique des années 2000-2020, je pense notamment au président Sarkozy, ou même avant lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, que les parents ont été très vite désignés au nom du fait qu'ils sont les principaux responsables de l'éducation de leurs enfants, qu'ils ont été très vite désignés comme les principaux responsables des problèmes que peuvent poser parfois les jeunes en termes de délinquance juvénile, en termes d'absentéisme scolaire, et que sans prendre en considération les réalités et les conditions de vie des familles, on a bien vite tenté de pénaliser ces parents-là. Donc il faut aussi les protéger de ce que j'appelais tout à l'heure le retournement du concept de parentalité contre les parents eux-mêmes. Merci beaucoup. Mais alors, du coup, quelle place ont les centres sociaux aujourd'hui dans la coéducation ? Alors, il se trouve que je suis, pour ma part, un acteur depuis presque 25 ans maintenant, des centres sociaux et culturels dans mon quartier. Donc, j'ai pu observer ce que nous faisions au quotidien avec les parents, les enfants, les jeunes, les professionnels de proximité des structures de mon quartier, où je suis engagé comme bénévole. Et puis il se trouve que je suis aussi devenu administrateur de la Fédération de Paris des centres sociaux et culturels et que j'ai pu étendre cette observation à tout notre réseau parisien. Par ailleurs, sur le plan professionnel, je travaille depuis une vingtaine d'années sur cette notion de coéducation. Alors je ne vais pas vous résumer mes travaux sur la coéducation maintenant, mais dire simplement que par rapport à la question que vous posez, moi ce qui me frappe, c'est que les centres sociaux et culturels sont des structures qui sont vraiment très particulièrement positionnées sur le champ éducatif. Pourquoi ? Parce qu'elles s'adressent à tous les enfants, à tous les âges, de 0 à 18 ans, et même elles s'adressent aux jeunes au-delà. Elles s'adressent aux jeunes, y compris aux jeunes parents. Et donc, elles accueillent aussi bien la génération des enfants et des jeunes que la génération de leurs parents. Et ça, sans rupture de compétences, sans rupture de propositions. Il y a une continuité de l'accueil qui fait qu'on peut écouter, construire, développer des projets à tous les âges avec ces publics-là. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, les centres sociaux et culturels sont des... À mon avis, il n'y a pas d'autres structures qui interviennent dans les trois grandes composantes de l'éducation, à savoir ce qu'on appelle l'éducation informelle, c'est-à-dire l'éducation familiale. Toute notre action, et au-delà de la famille d'ailleurs, dans le voisinage, toute notre action d'accompagnement des parents, de ce qu'on évoquait tout à l'heure, aussi de la promotion de la condition parentale pour mieux aménager les conditions et les cadres de vie des parents. Tout ce rôle que nous avons auprès des parents, des groupes de parents, etc., participe de l'éducation informelle et la soutient et la renforce. Nous sommes des acteurs de l'éducation formelle, c'est-à-dire en gros de l'éducation scolaire,
mais aussi d'éducation des tout-petits lorsque nous gérons des établissements d'accueil des jeunes enfants, des crèches ou des haltes garderies. Parce que là, nous répondons à un certain nombre de consignes, de programmes, de normes. Nous ne le faisons pas nous-mêmes, évidemment, sauf quand nous gérons une crèche, où nous y contribuons, mais nous accueillons des enfants au titre, par exemple, de l'accompagnement à la scolarité, ou du conseil et de l'accompagnement dans l'orientation scolaire, dans la recherche de stages en troisième, etc., etc. Je ne fais pas la liste de tous ces domaines dans lesquels nous sommes aux côtés des enfants en tant qu'écoliers, collégiens, lycéens et de leurs parents. Et enfin, nous intervenons dans le champ de l'éducation dite non formelle, c'est-à-dire l'éducation pendant les temps libres. Nous faisons beaucoup de propositions pour les temps libres, pour que les loisirs soient des loisirs de qualité, qu'ils puissent avoir une composante éducative intéressante sur le plan artistique, sur le plan sportif, sur le plan citoyen, sur le plan environnemental. Nous sommes présents sur ces temps libres face auxquels les enfants sont souvent particulièrement inégalement situés. Donc par nos propositions, nous visons aussi à ce que ce champ de l'éducation non formelle soit mieux outillé pour répondre en proximité aux attentes des enfants, des jeunes et de leurs parents. Donc, étant présents sur ces trois champs et étant présents sur tous les âges de la vie, nous sommes forcément des acteurs de coéducation. Des bâtisseurs de coéducation, a-t-on même pu écrire à travers une très jolie brochure produite par la Fédération de France des centres sociaux et socioculturels à la sortie de la crise du Covid, où nous nous sommes rendus compte qu'en effet, nous avions été très vite identifiés, non seulement par les enfants et les parents, mais aussi par les établissements scolaires, comme des faiseurs de liens entre tous les éducateurs dans une période de tension où chacun était à l'étroit dans son rôle. Et nous nous sommes retrouvés en situation de construire de façon très concrète et au quotidien les conditions d'une coéducation ouverte, disponible et, il faut l'espérer, durable. Merci beaucoup. Et donc, dernière question. Quels sont donc les défis pour les 10 prochaines années autour de ces enjeux, alors que le réseau veut porter un projet autour de la démocratie et de la justice sociale ? Alors j'ai été bavard sur les deux premières questions. Je risquerais de l'être beaucoup plus sur la troisième, dans la mesure où à la fois vous parlez de défis sur 10 ans, c'est une période considérable, surtout actuellement où on voit à quel point les enjeux et les crises se superposent et rendent peu lisible l'avenir, tout en le rendant préoccupant. Et d'autre part, les orientations de la Fédération à travers son congrès sur plus de démocratie pour plus de justice sociale sont extrêmement vastes, elles aussi. Alors, pour éviter d'être trop diffluent ou trop abstrait, je voudrais prendre juste un exemple qui permet d'illustrer un de ces défis, me semble-t-il, tout en le ressourçant dans l'histoire et dans l'histoire sociale. C'est, je l'évoquais à l'instant, à la question précédente, la question des temps libres. Je redis que les enfants, les jeunes, mais aussi les familles, sont particulièrement inégaux devant les temps libres. Ce sont des inégalités de différentes natures. Elles sont économiques, sociales, culturelles, territoriales. On n'a pas les mêmes accès aux loisirs selon l'endroit où on habite. Elles sont liées aussi au sexe ou au genre. Les propositions de temps libre et de loisirs de qualité faites aux garçons et aux filles ne sont pas équivalentes et parfois on n'y met pas les mêmes investissements financiers et institutionnels. Bref, il y a beaucoup d'inégalités et les enfants le ressentent. Dès qu'on leur parle de cette question avec eux, sur la question des temps libres, ils sont particulièrement prolixes, attentifs et susceptibles de faire des propositions. Dans mon ancien métier de médecin pour enfants, j'ai toujours été étonné par la façon dont les enfants pouvaient me parler de façon très intense de ce qu'ils vivaient au centre de loisirs, de ce qu'ils vivaient au club de sport, de ce qu'ils pouvaient faire au conservatoire de musique, le type de relation qu'ils pouvaient avoir avec d'autres enfants, bien différentes de celles qu'ils établissent en classe
où elles sont un peu rigidifiées par la discipline scolaire, ou qu'ils établissent dans le quartier où elles sont un peu aléatoires. Là, être ensemble avec d'autres enfants pour apprendre à faire quelque chose ensemble et y aboutir, c'est vraiment des temps pour eux qui sont importants. Donc, il me semble que notre réseau et nos différentes structures, centres sociaux et culturels, devraient renforcer leur capacité, non pas de proposer et d'offrir, mais de co-construire avec les enfants des activités de loisirs, de qualité, qui soient évoquées, conçues, mises en œuvre en partie avec eux et évaluées avec eux. C'est-à-dire qu'on puisse voir régulièrement de quelle façon ça leur convient et comment on pourrait faire évoluer les choses. Et là, vous voyez qu'on serait à la fois dans une démarche démocratique, c'est-à-dire on construit avec les enfants et les jeunes, et dans une logique de justice sociale, c'est-à-dire qu'avec eux, on chercherait à réduire, sinon à abolir bien sûr, mais à réduire ces inégalités devant les temps libres et les loisirs. Je conclurai ce point sur lequel il me semble qu'il y a beaucoup de recherche et de recherche-action à envisager, en disant que parfois les temps libres ont mauvaise presse. On trouve qu'au fond, c'est la partie flemmarde de l'éducation. Pas du tout. La réalité montre encore une fois que les enfants aiment transférer dans leur temps de loisir ce qu'ils apprennent en famille et ce qu'ils apprennent à l'école. Pour eux, ça fait sens dans la mesure où ça récupère tout ce qu'ils ont pu apprendre. Pour construire un cerf-volant, il faut avoir quelques notions de géométrie, mais ils les mobiliseront facilement s'il s'agit de construire un cerf-volant. Et leurs notions de géométrie s'en trouveront enrichies et humanisées. Mais surtout, et encore, enfin pas surtout, mais encore, je voudrais rappeler à quel point la question des temps libres a été déterminante dans l'histoire sociale, notamment de notre pays. Les temps libres, c'est 1936 et le Front populaire. C'est-à-dire qu'il y a eu une conquête populaire pour avoir plus de temps pour vivre autrement que dans la contrainte du travail et les exigences de la vie familiale. Sortir, découvrir des nouvelles terres, des nouveaux lieux, des nouvelles personnes et s'y investir. En 1981, il y a eu une petite évolution, on est passé de 40 heures à 39 heures sur la semaine de travail et on a étendu les congés payés et on a réduit l'âge de départ à la retraite. Ça nous paraît mirifique aujourd'hui, mais la retraite à 60 ans a été promulguée. Et c'était de vraies conquêtes sociales, politiques aussi, mais sociales. Ça répondait à un besoin des travailleurs, mais aussi de leurs enfants, et d'avoir plus de temps libre à partager en commun. Il y a même eu un ministère des temps libres qui a été créé à l'occasion. Vous êtes trop jeune pour le savoir ou en souvenir, il y a eu un ministère des temps libres. Moi, je crois qu'un ministère des temps libres aujourd'hui serait le bienvenu et que nos centres sociaux et culturels seraient des acteurs particulièrement bien placés et pertinents pour s'inscrire dans une démarche visant non pas à répondre à des appels à projets pour proposer comme ça des listes d'activités, mais pour mobiliser leur démarche démocratique de consultation et de concertation avec les enfants, les jeunes et les parents pour construire ensemble des propositions émancipatrices sur ces temps libres. Merci beaucoup pour toutes vos réponses, Monsieur Jésus.